Bonjour, aujourd'hui on va parler de biologie un petit peu en simplifié. Alors les deux cercles que vous voyez, je vous ai dessiné une cellule. Pour très simplifier, très schématiquement, vous imaginez un œuf de poule avec la coquille, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Alors notre ligne externe ici, c'est la membrane cellulaire. Ici, ce qui est censé être le blanc d'œuf de votre œuf, on appelle ça le cytoplasme. Ça porte aussi comme nom le cytosol. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce blanc d'œuf, il y a tout un tas de machins qui servent à faire fonctionner la cellule. On va trouver, par exemple, des choses qui ressemblent à ça, en microscopie. Alors ce machin-là, en fait, c'est vraisemblablement de ce qu'on en sait, des ancêtres de bactéries, qu'on a intégrés à nos propres cellules, et on appelle ça une symbiose. En fait, chacun tire profit de la situation, et ça s'appelle des mitochondries. Alors la mitochondrie, c'est notre usine à énergie. C'est grâce à elle qu'on avance, notamment. Bon, on va trouver des espèces d'empilement d'assiettes comme cela. Ça, on peut oublier. Réticulum, endo, pour dire dedans, plasmique, puisque on est dans le cytoplasme de la cellule, donc endoplasmique. On va retrouver aussi des trucs comme ça. Une espèce de 8. Alors ça s'appelle des ribosomes et on en reparlera tout à l'heure, et ça sert à lire notamment l'ARN dont on parle tant avec les injections. Vous allez retrouver des petites bulles, des petites vacuoles, et donc ces machins-là, ça peut aller vers la surface, et puis donc ça va fusionner avec la surface. Alors si par exemple je mets des petites croix dans ces vacuoles, et bien quand elles arrivent à la surface, hop, les petites croix, elles sortent, elles sont libérées. À la surface de la cellule, on va pouvoir exprimer tout un tas de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une membrane, là, si on met une loupe dessus, en grossissement, ça ressemble à ça. On va schématiser. Alors, on fait des ronds, ça c'est, on va dire, une tête qui aime bien l'eau. Donc, on appelle ça hydrophile. Et puis les pattes, là, on appelle ça hydrophobe. Si vous préférez, c'est de la graisse. Et en fait, on a la même chose en vis-à-vis. Et pourquoi on a la même chose en vis-à-vis? Parce que la membrane du cellule, elle est faite d'une bicouche, donc une double couche. Alors ici, vous allez avoir par exemple l'extérieur et ici l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette membrane, il va y avoir plein de choses. On peut exprimer des éléments à la surface de la membrane, on peut en avoir qui traversent la membrane, on peut en avoir à l'intérieur. Ouais, c'est très complexe. On a également des pores, donc un pore c'est un trou, hein, et ça permet d'échanger des choses. Alors les pores, c'est pas juste un trou qui laisse rentrer les choses tout seul, ça peut utiliser des ions. Alors les ions, vous allez retrouver par exemple le calcium, le chlore, mais aussi des protons, ça c'est H+, c'est la décomposition d'un acide, ça donne des H+, c'est ça qui attaque dans un acide, etc., etc. Puis ça peut aussi utiliser de l'énergie. Alors j'ai oublié de vous dire, les mitochondries, là-haut, je vous ai dit, ça fait de l'énergie. Eh bien, cette énergie que fabriquent les mitochondries, on appelle ça de l'ATP, adénosine triphosphate. Retenez juste que ça donne de l'énergie à notre cellule. Alors, maintenant, on a le jaune d'œuf. Et bien, en fait, le jaune d'œuf, là, il y a une membrane. Hein. Et bien, c'est exactement la même chose que la membrane externe. Les deux membranes, elles sont faites de la même façon. Alors, dans ce jaune d'œuf, vous allez trouver ce qu'on appelle les chromosomes. Bon, du coup, je vais vous dessiner un X. Mais c'est pas un X, mais ils ont à peu près la tête là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chromosome, ça n'a pas cette tête que vous voyez ici. Un chromosome, c'est ce qu'on appelle une double hélice d'ADN. Alors, chaque patte du chromosome, une seule papate là, voilà, hop, on va faire encore une fois notre loupe. Une seule papate, ça se présente comme un câble de téléphone. Alors, pas les téléphones modernes, les anciens. Une hélice, et en face, une autre hélice. Alors ces hélices-là, elles sont composées de bases A, T, C et G. Et en fait, A, T, C, G,
ce sont des éléments chimiques qui vont s'emboîter les uns avec les autres. Un A, ça va d'office avec un T. Un T, ça va d'office avec un A, un C avec un G, et un G avec un C. En gros, c'est une fermeture éclair. Quand vous avez une des deux hélices, vous savez ce qui va en face. Alors, quand on veut produire une information pour la cellule, cette hélice-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va donc avoir notre double hélice, comme on a dit, et à un endroit, ça va se détorsader. Et la zone où ça se détorsade, ici, ça c'est un œil de réplication. Voilà, ça a la forme d'un œil. Alors qu'est-ce qui va se passer là-dedans? On va avoir des enzymes qui lisent tout ça, qui lisent une des faces, peu importe laquelle, et en vis-à-vis, on va fabriquer un petit bout, celui qui manque. Et bien ce petit bout-là, c'est ça, l'ARN. Alors ARN messager quand il va passer. Donc cet ARN messager, on va redessiner notre hélice là. Donc on a notre double hélice, un œil. Hop, voilà, c'est en grossi, on a bien vu. Et donc là on a des petits bouts d'ARN qui ont été fabriqués. Alors le petit bout d'ARN en gros plan, après, ça je vous le réécris, c'est de l'ADN. Et donc une seule spire, c'est de l'ARN. Et bien cet ARN il ressort du noyau. Parce que ici, le truc là, c'est le noyau de la cellule. Et là, je vous ai dit, ça c'est un chromosome. Donc le chromosome, c'est notre matériel. Chromosome, c'est notre matériel de construction, c'est le code de construction. Si vous préférez, comme pour une maison, il y a des plans, pour nous, c'est dans les chromosomes. Alors notre ARN, il ressort là, il se promène, et en fait l'ARN, il va être lu par quoi? Il va être lu par ces machins-là, par les ribosomes. Donc ça ressemble à peu près à ça, et l'ARN il passe là-dedans, et quand il est lu, eh bien, ça va permettre de fabriquer par exemple des protéines. Et ces protéines, elles peuvent rester soit dans la cellule, donc elles restent là, voilà, ou elles peuvent ressortir et rester collées à la surface, ou encore carrément être évacuées de la cellule. Alors comment il marche notre fameux virus là, le corona? Eh bien le corona, on va le dessiner comme ça. Bon, ça s'appelle un corona parce qu'il y a une couronne, alors on va le représenter avec des pics. Ça tombe bien, la protéine qui est à la surface, on appelle ça un spike. Protéine spike, parce que spike c'est pic en anglais. Donc il vient se fixer à la surface, on va le faire là, avec, on va le représenter en astérix, ce sera plus facile. Et en fait, il va réussir à faire une brèche dans notre membrane, ici. Hop, et il va libérer son contenu. Et le contenu du virus, il est rentré dans la cellule. Alors comme c'est un petit malin le virus, et qui veut se multiplier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien les morceaux de virus là que je viens de dessiner, en réalité c'est de l'ARN. Alors il y a des virus à ADN, et il y a aussi des virus à ARN. Eh bien ces petits bouts du virus, on va mettre un V pour virus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir dans les ribosomes, ils vont se faire lire par les ribosomes, et ça va recréer du virus, du virus, du virus. Et puis ce virus recréé, ça va être comme par les protéines. Hop, il va ressortir. Donc on va en fabriquer tout le temps. Alors maintenant, les deux technologies qu'on vous a pondues en injection, vaccination ADN et ARN, eh bien, elles vont utiliser ces mécanismes d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. À savoir aussi que là, je vous ai dessiné une cellule. Alors vous pouvez vous demander ce qu'il y a à l'extérieur. Vous pourriez vous dire, tiens, c'est que des cellules les unes contre les autres. Un peu comme un mur de briques. En réalité, il faut plutôt voir ça comme une soupe. On a des cellules, et puis on a ce qu'on y a à l'extérieur des cellules, qui s'appelle le milieu extracellulaire. Ça ne va pas chercher loin, les noms en biologie, c'est soit basé sur le latin, soit sur le grec, soit sur les évidences. Alors, donc, quand on vous injecte les Picous, Pfizer, Moderna, Janssen, etc., Sinopharm, tout ce qui est ADN et ARN, on vient fusionner avec la cellule, parce que là on utilise théoriquement des petites billes qui vont venir fusionner. Alors les petites billes elles sont faites ici comme la membrane cellulaire, et en fusionnant elles vont vous libérer soit de l'ARN, ce qui va donc être de l'ARN de la protéine spike. La protéine spike c'est la couronne de pic du virus, je vous rappelle. Là, on va vous le réécrire là, comme ça vous saurez, corona. Et donc en fait les spikes,
les spikes vont être fabriqués, et hop, ils vont ressortir. Alors ils vont ressortir, ils vont se retrouver dans votre circulation sanguine, dans votre milieu extracellulaire, mais puis ils peuvent aussi rester exprimés à la surface de votre cellule. Pour la petite histoire, les choses qui sont accrochées aux membranes cellulaires, c'est ce qui détermine le groupe sanguin. Alors les groupes sanguins, c'est un assemblage avec des sortes de sucres à la surface, et on va voir ça notamment sur les globules rouges, aussi appelés hématies. Donc là, on a une version à ARN, mais les versions à ADN, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est intégré à l'intérieur, ça remonte jusqu'au noyau, et puis du noyau, ça redescend en fabriquant de l'ARN. Donc c'est à peu près kiff-kiff dans les deux cas. Alors, à savoir que on nous vend que l'ARN, ARN, M pour messager, il ne peut pas remonter dans le noyau. Alors en théorie, oui, il ne peut pas, parce que le corps humain ne possède pas une enzyme qui permet de transformer de l'ARN en ADN. Ça, c'est la théorie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chromosomes d'un être humain, il y a une énorme fraction d'ADN qui ne fabrique pas de l'humain. Et s'il est là-dedans, c'est bien qu'on a réussi à ce qu'on appelle le rétro-intégré, c'est-à-dire qu'on le prend depuis le blanc d'œuf vers le jaune d'œuf, donc depuis, on a dit le noyau vers le cytoplasme. Et donc il se passe la même chose, que ce soit avec un virus, peu importe le virus, que vous ayez un virus à ARN comme le corona, ou des virus à ADN, de mémoire la grippe c'en est un, ça peut remonter. Même si on n'a pas les enzymes, ça peut remonter. Alors, elles sortent d'où ces enzymes? Ça peut être un autre virus qui est là en même temps, qu'on peut avoir. Enfin, il y a différents mécanismes, on ne connaît pas encore tout parfaitement, mais donc, que ce soit le virus du corona, ou que ce soit les injections miraculeuses, vous allez pouvoir le remonter dans votre noyau. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous remontez ça dans le noyau, et donc que vous intégrez ça à vos chromosomes? Ça fait définitivement partie de vos gènes. Et la petite subtilité que vous connaissez peut-être pas, parce qu'on dit toujours le corps humain c'est fait de cellules, c'est tout bien, mais si on n'a que ça comme connaissance en biologie, on a tendance à penser qu'on a les mêmes cellules de notre naissance jusqu'à la mort, ce qui est faux. Nos cellules sont en constant renouvellement. Alors plusieurs exemples. Les cellules osseuses. Oui, il y a des cellules pour former l'os, c'est pas juste une armature complètement inerte et morte. Donc les cellules osseuses, elles ont renouvelé l'intégralité de notre squelette au bout de 10 ans. Donc tous les 10 ans, c'est comme si vous aviez un squelette tout neuf. Et ça explique aussi pourquoi, comme certains médicaments qui vont se fixer dans le squelette, les traitements pour les dames qui ont de l'ostéoporose, par exemple, à la ménopause, on va le garder pendant 10 ans dans son corps. Donc c'est pas un truc anodin. Pareil, un excès de fluor se fixerait sur les os et donne une fluorose qui serait pas très bonne pour la solidité des os. Et donc un deuxième exemple de cellule qui n'a pas du tout la même vitesse pour renouveler les choses, encore que là, quand je vous ai parlé du squelette, c'est pas à proprement parler que des cellules. Le squelette a bel et bien une armature de calcium, mais en fait cette armature de calcium, elle se fait un coup grignoter par certaines cellules, un coup reconstruire par d'autres cellules. Ça, vous pouvez oublier ostéoblaste pour la construction, ostéoclaste pour la destruction. Ça fait des trous en forme de cylindre qui s'appellent des cellules de Havertz. Au milieu, il y a des vaisseaux sanguins qui se remettent et ça permet de reconstruire via les ostéoblastes. Alors, un exemple qui est peut-être un peu plus parlant pour vous, la gastro-entérite, quand vous avez de la diarrhée, en règle générale, ça va durer 3 ou 4 jours. Pourquoi ça dure 3 ou 4 jours? On va le redessiner par là. Il faut savoir que si ça c'est votre boyau, avec le trou au milieu, là, la paroi de cellules, il y a plusieurs couches empilées les unes sur les autres, et en fait, ça va depuis la profondeur vers la surface. C'est comme la peau, quand vous perdez de la peau après avoir pelé sur un coup de soleil, c'est simplement qu'on perd la couche de surface. Elles ont toutes des noms, stratum corneum, granulosome, spinosome, ce que vous voulez. Là, je ne vais pas vous en parler, on s'en fout. Mais donc pourquoi au bout de 3 ou 4 jours, vous n'avez plus la gastro? Parce que tout simplement, les cellules de surface qui ont été contaminées par les microbes, elles sont tombées, elles sont parties. Donc au bout de 3 ou 4 jours, vous n'avez plus la contamination et vous êtes guéri. Alors ça, c'est valable pour des germes relativement bénins, parce que si vous avez des germes qui sont capables de descendre en profondeur dans les couches cellulaires, ça devient plus grave. Mais bon, globalement, c'est ça l'idée. Donc, on a dit que nos cellules se renouvellent en continu. Quand nos cellules se renouvellent, elles se recopient, c'est de la duplication.
Il y a deux grands mécanismes, on a la mitose et la méiose. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la copie, elle consiste à recopier nos chromosomes. Et quand on fait des copies, c'est comme quand vous êtes puni à l'école, vous pouvez faire des fautes. Quand vous recopiez, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Tiens, pour Macron, je ne dois pas emmerder les Français. Donc, à chaque copie, il y a des risques d'erreur, la nature est bien faite, il y a des systèmes de correction, mais bon, les erreurs persistent. Alors, à la base, je vous parle de ça, de la copie des cellules, parce que ce soit un virus, ou que ce soit ces injections, vous pouvez avoir intégré donc le code génétique et le garder définitivement en vous. Alors sur le plan théorique, on pourrait penser que si tout ça était bien fait, eh bien là, donc ça c'est, on va le marquer, on va écrire vaccin, comme ça vous saurez, hein, vaccin avec ces morceaux d'ARN ou d'ADN, suivant le cas, hop, qui vient là-dedans. Eh bien, si ça reste dans le muscle du bras et que ça ne bouge pas, il n'y aurait que les cellules musculaires qui auraient été modifiées et qui continueraient de fabriquer de la spike toute notre vie, à la condition que notre ARN ou notre ADN ait été incrusté dans notre propre matériel génétique. Alors si ce n'est pas le cas, ben, c'est tout. La cellule qui a été contaminée, elle fabrique ce qu'elle a fabriqué, une fois qu'elle a fini sa vie, elle meurt. Puis on n'en parle plus, et vous n'avez plus aucune trace de ces injections en vous. Par contre, personne ne peut prévoir qui va l'intégrer à son patrimoine génétique, et qui va donc conserver toute sa vie durant la capacité de fabriquer cette protéine spike. Alors la petite cerise sur le gâteau, là, c'est que nos morceaux d'ARN ou d'ADN qu'il y a dans les vaccins, a priori, si vous écoutez des gens comme les gens du CSI, Conseil scientifique indépendant, que je vous invite chaleureusement à regarder, il y a des personnes, enfin, il y a des personnes, c'est les labos pharmaceutiques, en fait, ne sont pas foutus de le purifier au point que vous n'ayez que le code génétique de la protéine spike. Donc il va y avoir des morceaux incomplets, il va y avoir des morceaux plus longs, il va y avoir une partie du matériel qui a servi à le fabriquer, donc en gros, on ne sait pas très bien ce qu'on reçoit en injection, ni en quelle quantité. Donc le risque est réel. Alors, si vous intégrez à votre patrimoine génétique un élément externe, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une grosse partie de nos chromosomes, c'est pas de l'humain, et pour autant, on ressemble à des humains. Donc ça veut dire que tout ce qui est inscrit dans les chromosomes va pas forcément avoir une conséquence à défaut visible ou pas de conséquence du tout. Donc quand vous intégrez du patrimoine génétique nouveau, vous avez 3 possibilités, pas plus, pas moins. Vous l'intégrez, ça ne change rien du tout à vos gènes. Vous avez beau l'avoir intégré, il ne se passera rien, il n'y aura pas d'effet ni visible ni invisible. Vous l'intégrez et là vous allez vous transformer en Superman, X-Man ou ce que vous voulez parce que vous avez gagné quelque chose. Dixit professeur Raoul que j'avais entendu, chose que je ne connaissais pas, les mammifères sont devenus placentaires par l'intégration d'un génome extérieur. Sinon avant il n'y avait pas de placenta chez les mammifères. Donc ça a servi quand même à quelque chose, hein. Cette poche elle protège les petits, in utero. Eh bien, la troisième version, puisqu'on a vu il se passe rien, on gagne quelque chose, la troisième version, eh ben, c'est la version où vous perdez quelque chose, c'est-à-dire que ça vous crée des problèmes. Et moi, je sais pas vous, mais personnellement, un rhume, bon bah oui, ça peut être grave pour des personnes très affaiblies, mais ça ne me tue pas. Je me suis payé le Covid plusieurs fois, vraisemblablement. Un nombre suffisant pour vous dire que oui, ça fait du dégât, mais bon, on y survit. Alors que j'étais en comorbidité, surpoids, affection de longue durée, bref, en gros, j'avais des chances, d'après l'État, de mourir. Pour autant, après 5 ou 6 Covid probables, je suis toujours là. Et j'ai pas eu droit à des traitements particuliers, hein, rien de spécifique. Donc, si vous partez d'une santé qui est correcte, ben, intégrer quelque chose à votre patrimoine, vous avez des risques. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, entre le virus et le vaccin, finalement, on a le même risque d'intégrer. Oui et non. Pourquoi? C'est surtout non, plus que oui. Ben, c'est quand vous êtes contaminé par un virus, pour qu'il rentre dans vous, il va venir déjà de l'extérieur. À moins qu'on vous ait fait une transfusion de quelqu'un qui est contaminé, mais bon, ça serait vraiment tordu. Donc il va passer différents systèmes de barrières. On est bien foutu, hein. La peau c'est censé être une barrière étanche, vous ne pouvez pas tomber malade. Si vous n'avez pas de blessure sur votre peau, vous n'allez pas avoir de saloperie qui passe au travers. Après vous avez les voies respiratoires, il y a des centres de défense là-dedans, vous avez les mucus qui sont faits pour englober les germes, avec tout un tas de petits cils minuscules, invisibles à l'œil nu, sur toutes les muqueuses respiratoires, qui sont faits pour remonter la saloperie, c'est pour ça qu'on crache, qu'on déglutit, etc. Donc
On est plutôt bien foutu, le contenu de l'estomac il est acide, il détruit une bonne quantité de germes quand on les déglutit, et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous avez détruit ces germes, ils vont se retrouver où? Ils vont se retrouver dans vos boyaux, et dans vos boyaux il y a des machins à la surface, du tube digestif, le stylo aurait pu écrire, voilà, ça, on appelle ça une plaque de Peyer. Alors les plaques de Peyer, c'est un centre d'apprentissage si vous voulez, c'est la caserne pour les nouvelles recrues, que sont nos anticorps par exemple et certaines cellules blanches. Donc ça c'est un des lieux de centre d'apprentissage. Les germes que vous avalez, ils vont être utilisés à cet endroit pour apprendre à votre corps à se défendre. Donc ça c'est la façon dont le virus il rentre dans votre corps. Donc il est passé tout un tas de systèmes de défense. Par contre, le vaccin, il passe pas par les systèmes de défense. Vous ne le buvez pas le vaccin, vous l'inhalez pas, vous ne le frottez pas sur votre peau. Il est mis directement dans un muscle. Un muscle, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui est très gourmand. Et si dans l'énergie qu'on utilise, il y a là-bas l'ATP, il y a aussi l'oxygène. Donc il faut la circulation sanguine pour nourrir un muscle. Autrement dit, tous les muscles, il y a de très nombreux vaisseaux sanguins dedans. Ça signifie que vos injections, elles ont toutes leurs chances de passer dans votre sang. Ça veut dire quoi? À titre d'exemple, on a en moyenne 5 litres de sang dans un humain adulte. Si vous avez votre cœur qui bat à 60 pulsations à la minute, vos 5 litres de sang ont fait le tour de l'organisme en 1 minute seulement. Donc vous avez du produit injecté partout dans votre organisme. Et on ne sait pas dans quelle cellule il va aller s'incruster. Et on ne sait pas si ces cellules vont garder ce code en elles, ni pendant combien de temps, ni ce qui va se passer. Alors on pourrait imaginer que notre corps humain reconnaisse les cellules contaminées par le vaccin comme étant étrangères et veuille les détruire, mais ça risque de poser de sérieux problèmes immunitaires, parce que si les éléments de destruction que sont les globules blancs commencent à un peu trop s'énerver, on arrive à un effet boule de neige qui ne s'arrête plus, on va développer un risque de maladie auto-immune, et c'est un peu con de passer sa vie à se détruire, je parle en connaissance de cause. Voilà, donc faites ce que vous voulez, mais à moins, selon moi, que vous n'ayez un très fort risque de décéder en cas de Covid, je vois vraiment pas l'intérêt d'aller se faire injecter quelque chose qui veut vous pourrir le restant de vos jours, dont on ne connaît rien, dont on n'imagine même pas ce que ça peut donner sur un ensemble d'un organisme. Donc maintenant que vous avez eu quelques bases de biologie, faites votre choix, chacun est libre de faire son choix, et en tant que soignant, un soignant doit toujours apporter à son malade une information claire et éclairée. Et autrement dit, on doit toujours dire, avec des mots simples et compréhensibles pour la personne, les avantages, les risques, et une fois qu'on a expliqué ça à la personne fait son choix. Alors, on est honnête, à partir du moment où un soignant dit quelque chose sur un produit, que ce soit un médicament, un vaccin, ce que vous voulez, il a toujours son avis dessus et ça transparaît dans la façon de l'expliquer aux gens. Mais il n'empêche que c'est toujours au patient de décider et on doit respecter le choix des patients. Donc ce que font les États partout dans le monde, c'est ni plus ni moins que ne violer ouvertement le serment d'Hippocrate. J'espère vous avoir un petit peu aidé dans la compréhension de tout ça. La vidéo est un petit peu longue, elle fait 23 minutes, mais pour ceux qui auront regardé, vous aurez appris quelques éléments si vous n'étiez pas formé en biologie. Allez, bonne journée.